Au milieu du XVIIIe siècle, à Toulouse, un frère de la congrégation de la doctrine chrétienne, frère Léotade, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le viol et le meurtre d'une enfant de 14 ans qui s'appelait Cécile Combette. C'est cette histoire et cette enquête que je vais vous raconter. Et pour le débrief, je ferai appel à Michel Redon, ancien avocat, ancien magistrat, et auteur d'un roman très inspiré de cette affaire, L'heure exacte, aux éditions L'Harmattan. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Trouver un cadavre dans un cimetière, en soi, rien d'anormal. Sauf que dans les cimetières, en principe, les cadavres sont sous la pierre ou sous la terre, mais certainement pas posés contre un mur. On est en avril 1847 dans un cimetière de Toulouse, le cimetière Saint-Aubin qui n'existe plus aujourd'hui. On y a construit à la place une église qui n'a jamais été terminée. Bref, il est 5h30 du matin quand un homme se présente à la grille. « Et adieu, c'est Raspro, le fossoyeur. J'ai une tombe à ouvrir. Je peux rentrer ?» Le fossoyeur Raspro doit décéder une pierre tombale pour des obsèques qui doivent avoir lieu aujourd'hui. Il s'attelle à sa petite affaire, il pousse ensuite les cercueils vermoulus pour faire un peu de place. Ça lui prend 1h30. Et vers 7h du matin, il s'assoit sur la tombe pour souffler un peu. Et là, au fond du cimetière, près du mur d'enceinte, il voit une sorte de paquet. Il s'approche. Et qu'est-ce que oh, bout du con, c'est le corps d'une pitchou, une enfant qui a l'air d'avoir 13 ou 14 ans. Elle est comme assise contre le mur du cimetière, basculée vers l'avant, le visage presque contre le sol. Le fossoyeur court prévenir le gardien du cimetière, qui lui-même appelle la police. Le commissaire Lamarle arrive sur place à 7h30 et dans la foulée le vice-procureur du roi et le juge d'instruction accompagnés de leur greffier. Et ils doivent se frayer un passage parce que la nouvelle a fait le tour du quartier. Il y a déjà sur place toute une foule qui veut voir le cadavre. « Mais faites-moi partir tous ces jaubastres-là qui sont montés sur les murs. Mais enfin, c'est pas Dieu possible que ces gens veuillent voir une enfant morte, à fait. » Et les voilà, le commissaire, le juge et le vice-procureur, qui se penchent sur le cadavre. « Et t'es, regarde, ses vêtements sont secs. Il a plu toute la nuit. On vient de le mettre là, ce cadavre. Hein. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur le juge. Mais la grille du cimetière, elle était fermée jusqu'à l'arrivée du fossoyeur Raspro. Et bien alors, c'est qu'on l'a jeté par-dessus le mur. Je vois pas autre chose. » Et c'est là que ça se complique, parce que derrière le mur se trouve un monastère, celui des frères de la doctrine chrétienne, et aussi un pensionnat catholique qui accueille des enfants de familles désargentées de Toulouse. Le juge demande à un policier de grimper sur le mur. « Vous voyez quelque chose ? Il y a des traces, monsieur le juge. Vous avez raison, hein ? Le corps de la pitchou a été balancé par-dessus le mur, hein ? » Alors que font le juge et toute sa suite ? Eh bien, ils vont sonner au monastère. Et une fois dedans, ils vont voir le mur. Et ils y trouvent un morceau de corde qui pend. Et des traces, peut-être des traces d'une échelle. Et au pied du mur, l'empreinte d'une semelle. Eh bien, au moins, ils ne savent à quoi s'en tenir. Le cadavre a été jeté par-dessus le mur, depuis le monastère. On peut donc penser que le crime a été commis ici, dans l'enceinte de la congrégation. L'autopsie a lieu sur place, dans le cimetière. Et la gamine est vite identifiée. Elle s'appelle Cécile Combette. Elle avait 14 ans. Alors, docteur,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les raisons de la mort de cette petite? Et les raisons, c'est pas facile à dire. Hein. Elle a été frappée à la tête, ça c'est sûr, très violemment. Vous voyez les ecchymoses et les blessures ici, et le nez aussi enfoncé. Et puis elle a dû se débattre parce qu'il y a des éraflures sur ses poignets, là vous les voyez. Elle a dû avoir par ailleurs une sacrée frousse parce que... Elle s'est fait dessus, la pauvre. Bien. Autre chose? Ah oui, monsieur le juge. Et pas des moindres. Hein. Elle était violée, cette petite. Violée? Vous êtes certain? Elle n'a pas pu avoir une relation, comment dire, consentie? C'est-à-dire, monsieur le juge, qu'elle n'était pas pubère. Et la forme du corps, docteur, pliée en deux, vers l'avant, à votre avis? À mon avis, c'est que le corps a d'abord été mis dans une malle ou un grand sac avant qu'il n'atteigne sa rigidité cadavérique. Je ne vois pas d'autre explication. Les policiers trouvent aussi sur le corps des débris de paille de froment, des feuilles de trèfle, une fleur de géranium et une toute petite branche qui semble venir d'un cyprès. Et aussi une plume, ou plutôt un duvet. Alors, cette jeune Cécile Combette était-elle pensionnaire chez les frères de la doctrine chrétienne? Eh ben non, elle était apprentie chez un relieur de Toulouse. Mais alors comment a-t-elle pu se trouver dans l'enceinte du monastère? D'après ce que j'ai appris, monsieur le juge, le relieur qui employait la petite, eh bien, il travaille pour les frères. D'accord. Ça ne nous dit pas pourquoi l'enfant s'est retrouvé au monastère, ça. Si, ça nous le dit parce que la veille de la découverte du corps, le relieur est venu porter des livres au monastère avec ses 2 apprentis, dont la petite Combette. Et quel est le nom de ce relieur? Comte. Il s'appelle Comte. Jean-Bertrand Comte. Et les frères confirment. Le relieur est bien venu la veille avec ses 2 jeunes employés. Je dois vous dire, monsieur le commissaire, que nous étions sur le point de nous passer des services de ce relieur, monsieur Comte, en raison, comment dire, de sa moralité. Allons bon. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, une rumeur dit que monsieur Comte aurait violé et engrossé sa propre belle-sœur. Et une autre rumeur dit qu'il exerce sur ses apprentis un droit de cuissage. Autant dire que ça fait un suspect, tout est signé. Le juge envoie des policiers chercher ce Jean-Bertrand Comte. Il n'est ni à son atelier, ni chez lui. Sa femme dit qu'il est à Auch. Ah ben très bien, ils vont attendre son retour. Le relieur est interpellé 2 jours plus tard. Alors, monsieur Comte, confirmez-vous vous être rendu le matin du 15 avril chez les frères de la doctrine chrétienne, avec vos 2 apprentis? Je le confirme. Je leur ai porté des livres que j'avais à relier. Et vous leur avez remis les livres et c'est tout? Non, il fallait que je leur parle de mes frais. Et donc, j'ai été reçu au noviciat. Et les 2 apprentis que vous aviez avec vous, où sont-elles à ce moment-là? La petite Romagnac, Marie, je lui ai dit d'entrer à l'atelier. Et la petite Combette, la petite Cécile, je lui ai dit de m'attendre dans le vestibule et de garder mon parapluie. Et quand je suis sorti, 3/4 d'heure environ plus tard, eh bien, elle n'était plus là. Et croyait que je sais rien de là où elle est passée après. Hein. Il dit qu'après, lui est allé faire des courses pour préparer son voyage à Auch. Et il fournit la liste des commerçants en suggérant qu'il n'y a qu'à vérifier. Le juge se dit, il se paie ma tête celui-là. Il s'est juste fabriqué un alibi. Et donc Jean-Bertrand Comte est arrêté
et envoyé à la prison de Toulouse. Il a le profil d'un violeur, puisqu'il a engrossé sa belle-sœur et qu'il a la réputation de faire passer ses apprentis à la casserole. Ah ben voilà une affaire rondement menée. On va le laisser mariner en prison. Il finira bien par avouer. Le lendemain, le juge fait revenir Jean-Bertrand Comte devant lui. Lorsque vous étiez au monastère, monsieur Comte, avez-vous vu quelqu'un traîner aux alentours? Quelqu'un? À bien y réfléchir, oui. Il y avait 2 frères dans le vestibule qui parlaient à la porte qui donne sur le jardin. 2 frères. Très bien. Connaissez-vous leur nom? Bien sûr que je le connais depuis le temps que je travaille pour le monastère. Alors dites-le moi. Eh bien, c'était les frères Léotade et Jubrien. En attendant, maintenant il faut l'enterrer, cette petite. Et les parents sont pauvres. Le père est ouvrier dans une usine qui fabrique des limes. Et la mère est allumeuse de réverbères. Ils n'ont absolument pas les moyens de se payer une tombe. Mais comme cette affaire a provoqué beaucoup d'émotions à Toulouse, un ancien militaire vole à leur secours. Il y a de la place dans le caveau de ma famille, au cimetière de Terre-Cabane. Vous pouvez y mettre votre pauvre Cécile. Nous en serions, ma femme et moi, très honorés. Les obsèques ont lieu le 20 avril au matin, 4 jours après le meurtre, en l'église de la Dorade. Des jeunes filles du même âge que Cécile ont été choisies pour porter le cercueil, et dessus, on a posé des couronnes de lys et de roses blanches, pour signifier la pureté de la pauvre petite victime. Et après la messe, toute une foule accompagne la petite défunte jusqu'au cimetière. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sur la dalle qui recouvre la tombe, on a gravé ces mots. Ici repose Cécile Anne Combette, morte martyre de sa vertu le 15 avril 1847, à l'âge de 14 ans et 5 mois. Et juste en dessous, cette inscription. Des mains de tes bourreaux, tu sortis sans souillure, ton corps fut profané, ton âme restera pure, au récit de tes maux, Toulouse te pleurera, la Dorade à son tour, de son deuil t'honorera. Pauvre agneau, pauvre ange, prie pour nous. Si vous allez un jour au cimetière de Terre-Cabane, le plus grand de Toulouse, allez donc voir la tombe. Elle n'a pas bougé depuis plus de 170 ans. Bon, et maintenant, si on s'occupait des frères Léotade et Jubrien. 15 jours après le meurtre, le juge décide d'aller sur place un jeudi, jour de la semaine où a été commis le meurtre de la petite Cécile. Il veut observer les habitudes des uns et des autres ce jour-là. Bonjour mon frère. Je souhaiterais évoluer sans être dérangé dans l'enceinte de votre monastère. Bien entendu. Nous pouvons peut-être vous accompagner. Non, c'est inutile. Je me débrouillerai très bien tout seul. Le juge part du vestibule d'où Cécile a disparu. La porte qui donne sur le jardin est ouverte. Il la prend. Et il arrive dans la cour de ce qu'on pourrait appeler une ferme. Une ferme qui permet aux frères de vivre en autarcie, avec des écuries, des poules et des cages à lapins. Dites-moi, qui s'occupe des lapins, là? C'est le frère Léotade. Sa chambre est juste au-dessus. Le juge monte à l'étage. Il entre dans la chambre. Sur le lit, il y a un traversin. Un traversin fait de plumes qui ressemble beaucoup à la plume retrouvée sur le corps de la pauvre Cécile. Le juge grimpe ensuite dans le grenier juste au-dessus. Un grenier dans lequel est stocké du fourrage. Il se penche sur le foin. Oh, macarel!
C'est un mélange de paille de froment et de trèfle, le même que sur le cadavre de la petite Cécile. Ce serait donc là qu'on l'a traînée, battue, violée et tuée, la pauvre petite. Il est temps de s'intéresser de près à ce frère Léotade. Le juge se met à poser des questions, l'air de rien. Dites-moi, mon frère Léotade, savez-vous ce qu'il a fait dans la nuit du 15 au 16 avril? Il dormait, je suppose. Vous en êtes sûr? Sûr, non. Parce que cette nuit-là, il a dormi seul. Ce qui n'est pas la règle de notre congrégation, mais il peut y avoir des exceptions, de temps en temps. Et le matin du 16, après la découverte de la pauvre enfant dans le cimetière voisin, qu'a-t-il fait? Il est allé en ville. Je ne sais rien de plus. En ville, le juge ne met pas bien longtemps à reconstituer le parcours du frère en ville. Il a commencé par aller chez le relieur Comte, figurez-vous. Mon mari n'était pas là, et il m'a dit qu'il voulait faire rajouter une page à son carnet. Et ensuite, il m'a demandé si la petite morte qu'on avait trouvée au cimetière, ça n'était pas notre apprenti. Et je lui ai dit que oui. Et après, il m'a rien demandé d'autre. Et il est parti. Ensuite, le frère Léotade est allé chez le confiseur Lajus. Je m'en souviens très bien. Il m'a parlé de la petite qu'on avait retrouvée morte. Et il m'a laissé entendre que c'est Comte, le relieur, qu'il avait violée, qu'il avait tuée. Il m'a dit, ça je ne le savais pas, que Comte, il avait fait un enfant à sa belle-sœur et qu'il avait la réputation de coucher avec ses employés. Ça, je l'ai appris. Très intéressant. Comment le frère Léotade savait-il que la petite Combette avait été violée? Et même que la petite morte était l'employé du relieur Comte? Il ne pouvait pas le savoir. À l'heure où il a fait ses confidences au confiseur, l'autopsie n'avait pas eu lieu. À cette heure-là, il n'y a que l'assassin qui pouvait le savoir. Le frère Léotade est forcément le violeur et le meurtrier. Un frère, un moitié curé. Pour en avoir le cœur net, le juge fait saisir tout le linge sale entreposé dans la lingerie. On est en 1847 et à cette époque, on ne se change qu'une fois par semaine. Vous allez me fouiller tout ça, hein? On cherche un vêtement qui serait souillé de sang, notamment. Et sur l'une des chemises, celle que les frères mettent sous leur robe de bure, les policiers trouvent du sang et ce qui semble être une tache de sperme. La chemise est numérotée 562. Et à qui appartient-elle? Je vous le donne en mille. Au frère Léotade, bien sûr. Le juge ordonne dans la foulée l'arrestation du frère Léotade, Louis Bonafous de son vrai nom. Et il l'envoie dormir à la prison de Toulouse, au secret. Il n'aura même pas le droit de voir son avocat, qui d'ailleurs ne manquera pas de crier au loup. Il est courageux, ce juge, de s'en prendre à un ecclésiastique. On est en 1847, on est sous la monarchie. C'est Louis-Philippe qui règne sur la France. Le religieux, c'est sacré. Alors envisager que le frère Léotade ait pu violer et tuer une enfant, c'est pour beaucoup inimaginable. Mais pas pour le juge, donc, qui n'est pas un bouffeur de curé, mais qui se doute qu'à force d'être célibataire, les curetons frétillent du caleçon. Le problème, c'est que le procureur du roi, lui, ne pense pas forcément la même chose. J'ai lu votre dossier, monsieur le juge, et j'avoue ne pas être vraiment convaincu de la culpabilité du frère Léotade. Vous avez trop négligé la piste du relieur Comte et celle du frère Jubrien, qui était tout aussi présent dans le vestibule au moment de la disparition de l'enfant.
J'ai pris la décision de les faire arrêter tous les deux, pour explorer ces pistes mieux que vous ne l'avez fait. Mais quelques semaines plus tard, le procureur du roi finit par se rendre à l'évidence. Le relieur Comte et le frère Jubrien n'y sont pour rien. Le frère Léotade est le seul coupable, même s'il n'a pas avoué. Le procès de Louis Bonafous, dit frère Léotade, s'ouvre à Toulouse en février 1848, moins d'un an après le crime. 400 personnes ont été autorisées à s'asseoir dans la salle. Les autres devront rester dehors. Faites entrer l'accusé. Le frère Léotade se présente devant la cour dans son habit de frère de la doctrine chrétienne. Longue robe de bure noire et calotte sur la tête. Manière de dire, ça n'est pas moi qu'on juge, c'est l'Église. Il espère à ce titre échapper au moins à la peine de mort. Est-ce qu'il a un air de coupable? Ah ben non, il a plutôt l'air serein, au contraire. On le voit sourire de temps en temps aux autres frères venus assister à l'audience. Dans les heures qui ont suivi le crime, frère Léotade, vous êtes allé chez le relieur Comte. Donc vous connaissiez sa jeune apprentie, la petite Cécile Combette. Absolument pas. J'y suis allé plusieurs fois chez M. Comte, mais j'ai jamais vu aucune ouvrière. Je la connaissais pas, cette petite. Menteur. Dans la salle, tout le monde se dit qu'il ment. Mais lui n'a pas l'air de s'en soucier. Je note, frère Léotade, que lors de vos interrogatoires devant le juge, vous avez varié à plusieurs reprises concernant notamment votre emploi du temps après le crime. Et si j'ai varié, c'est que le juge et le procureur se sont comportés comme des tortionnaires. Ils m'ont assommé de questions et d'insinuations. Il n'est pas normal que je me sois contredit un peu, et un peu seulement. Je ne crois pas, frère Léotade, que vos errements soient le fait du juge et du procureur du roi. Mais enfin, on me faisait dormir sur une paillasse, tel un fou furieux. On me tenait au secret. On me tourmentait de questions. On me faisait pleurer. On fait ensuite venir un médecin à qui, juste après le crime, on aurait demandé d'expertiser le membre viril de frère Léotade. Sa bistouquette, quoi, qu'il est censé s'être mise sur l'oreille. Il m'a semblé que son membre viril avait produit de la semence récemment. C'est faux. Vous ne m'avez jamais rencontré, docteur. C'est un autre médecin qui est venu m'observer, c'est pas vous. Et c'est la vérité, figurez-vous. Le médecin étant menteur, ça n'est pas lui qui s'est penché sur le membre viril du frère. Un point pour Léotade. Et voilà qu'en plein procès, survient un événement qui va tout bouleverser. À Paris, le roi Louis-Philippe est sur le point de tomber, emporté par une révolution. Mais pour l'instant, le président du tribunal fait comme si de rien n'était. Faites entrer le témoin suivant, le relieur Jean-Bertrand Comte. Le relieur sait qu'il est dans le viseur de ceux qui ne croient pas que le frère Léotade soit coupable. Alors il en rajoute un peu. Je veux dire ici qu'une fois, je me suis rendu chez le frère et j'ai vu de mes yeux le frère Léotade, comment dire, en fâcheuse position avec un étalon. Il l'accuse de s'être enfilé un cheval. Qui viole un cheval viole donc une petite fille. On fait aussi venir à la barre la petite Marie Roumaniac qui était avec Cécile Combette et son patron ce jour-là au monastère. Moi, je n'ai jamais vu ce jour-là le frère Léotade à l'entrée du vestibule. Ça, je peux vous le jurer. Est-ce qu'on l'a poussé à dire ça? Ou est-ce que c'est vrai? Allez savoir. Et pendant ce temps-là, à Paris, la révolution a gagné. La monarchie est tombée.
On est au 17e jour d'audience, et il faut bien se rendre à l'évidence. Les événements survenus à Paris et la chute du roi Louis-Philippe nous conduisent à suspendre les débats. Ils reprendront dès que possible. Eh oui, entre autres, le procureur n'est plus procureur du roi. La monarchie tombe, la République est de retour, et le président décide de reprendre le procès dans le courant du mois de mars. Nous allons procéder à la désignation de nouveaux jurés. De nouveaux jurés? Ça veut dire qu'on va tout reprendre à zéro? Ah ben non. Le président pense que tout a été dit et qu'il n'y a plus qu'à condamner. Il faut dire qu'entre-temps, la donne a changé. Maintenant que la République est de retour, la calotte n'a plus de protecteur. L'avocat du frère Léotade est rouge de colère. Mais enfin, c'est invraisemblable. On va demander à des jurés de trancher sur une affaire dont ils ne connaissent rien. C'est une parodie de justice. Et dans ces conditions, je me retire. Le frère Léotade n'a plus d'avocat. Le procureur général, qui n'est plus procureur du roi, fait un réquisitoire qui dure 3 jours. Non seulement le frère Léotade est coupable, mais sa communauté religieuse qui le protège l'est tout autant. Le verdict ne fait plus aucun doute. Louis Bonafous, alias frère Léotade, est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Direction le bagne de Toulon. Assez vite, il tombe malade et il demande une entrevue au procureur de Toulon. Je veux vous le redire, je n'ai pas commis ce crime. Mais sachez que je n'ai ni haine, ni rancœur à l'égard de la justice des hommes. 3 jours plus tard, le frère Léotade est emporté par la maladie à l'âge de 37 ans. Est-il allé au paradis ou en enfer? Je ne sais pas. Je n'y étais pas. 18 ans plus tard, en 1866, une femme est assassinée à Toulouse. On l'a décapitée. Et un homme est arrêté, un ariégeois, Jean-Joseph Aspe. Et on découvre qu'en 1847, date du meurtre de la petite Combette, il était cuisinier au monastère des frères de la doctrine chrétienne, sous le nom de frère Ludolphe. Et que 6 mois après le crime, on l'a opportunément déplacé dans un monastère de l'Aveyron. Pratique habituelle de l'Église qui consiste à mettre la poussière sous le tapis. Et on se dit que peut-être il pourrait être aussi le meurtrier de la petite Combette. Peut-être, mais pas sûr. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté aujourd'hui l'enquête au milieu du 19e siècle à Toulouse sur le viol et le meurtre d'une enfant de 14 ans qui s'appelait Cécile Combette. Meurtre commis donc selon la vérité judiciaire par un frère de la congrégation de la doctrine chrétienne, frère Léotade, Louis Bonafous de son vrai nom. Et je débriefe cette histoire avec vous, Michel Redon, ancien avocat, ancien magistrat et auteur d'un roman très très inspiré de cette affaire, L'heure exacte, aux éditions de l'Harmattan. Votre position dans ce dossier est assez particulière parce que, on en parlera tout à l'heure, vous pensez que le frère Léotade était innocent. Mettons ça, si vous le voulez bien, de côté pour l'instant, mais je voudrais bien savoir si la piste du frère Ludolphe, cuisinier de la congrégation au moment des faits et meurtrier d'une femme 18 ans plus tard, vous intéresse. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était, je pense, la piste la plus intéressante, mais malheureusement découverte trop tard. Il y a eu une tentative de procès en révision. Oui. Il y a eu une tentative de procès en révision qui n'a pas abouti avec un avocat qui, je crois, s'appelait Maître Cazeneuve de Toulouse, qui s'est débattu pour la mémoire du frère Léotade et qui est même allé en prison pour des outrages ou des excès d'écrit ou de langage.
et que ça n'a rien donné. L'affaire était jugée, c'était terminé. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette affaire, vous? Bon, vous êtes de Toulouse, vous étiez avocat, vous avez été magistrat. Bon, vous étiez dans le bain de cette histoire, mais vous tombez comment dessus? Par le plus pur des hasards, je fréquentais un bouquiniste qui m'a montré le mémoire qu'avait fait cet avocat M. Cazeneuve pour la réhabilitation du frère Léotade. Oui. Et donc, je l'ai acheté, et puis après, je me suis documenté, ça m'a passionné, bien sûr, et en plus, c'était une affaire criminelle dans ma ville, voilà, donc, mais que je ne connaissais pas. J'ai fait mes études de droit à Toulouse à la faculté, on m'a jamais parlé de l'affaire Combette. Maître Cazeneuve, expliquez-nous quelle était sa place dans cette histoire. Il n'est pas du tout impliqué, il n'est ni l'avocat de Léotade, Non, ni avocat de la partie civile, rien. il n'a pas participé au procès, il a été saisi ou contacté par, je crois, un frère ou la famille du frère Léotade, et il a pris cette affaire à bras le corps, et surtout, il s'est d'abord insurgé contre la façon dont ça avait été jugé. Si vous voulez, le vrai sujet, c'est... Bon, moi, je suis persuadé qu'il est innocent, mais peu importe, c'est mon sentiment, ça n'a pas grand intérêt. L'intérêt de ce dossier, c'est la façon dont ce personnage a pu être jugé dans des conditions totalement inéquitables qui aujourd'hui sont impensables. Voilà. Ah bah, le fait de reprendre des jurés différents pour terminer le procès, ça c'est un truc absolument stupéfiant. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le procès s'arrête en raison de la révolution de 1848. Il va reprendre plus tard. Mais comme les jurés sont sortis de la salle d'audience pendant plusieurs mois ou presque un an et qu'ils ont pu parler, etc., on refait un procès à zéro. C'est-à-dire qu'on doit recommencer le procès. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on ne le recommence pas vraiment. On a les mêmes présidents, les mêmes procureurs, ça c'est pas interdit, mais les mêmes présidents qui expliquent aux nouveaux jurés que c'est pas la peine de refaire les interrogatoires et l'audition des témoins ou le rappel des faits, puisque ça a été fait devant leurs prédécesseurs. Mais eux, ils n'ont jamais rien entendu. Vous avez dit tout à l'heure, je ne crois pas à la culpabilité du frère Léotade, mais ça n'a pas d'importance. Si ça en a. Expliquez-nous ce qui vous amène à dire que peut-être le frère Léotade n'a pas commis ce meurtre et ce viol. Ce qui m'amène à cette conclusion, c'est que tous les éléments de preuve qui ont pu être réunis contre lui, les éléments à charge qui ont pu être réunis contre lui, la plupart d'entre eux n'ont pas été vérifiés et étaient sujets à caution ou tout au moins à un très fort doute. Et tout ce qu'on a trouvé comme élément à charge pouvait être imputé à n'importe lequel des frères vivant dans le monastère. La plume et le fourrage, par exemple, la plume dans la chambre du frère Léotade et le fourrage dans le grenier juste au-dessus, ça vous convainc pas? On peut penser que tous les ouvriers ou tous les traversins à l'époque dévolus à tous les habitants ou les pensionnaires du couvent étaient garnis de plumes. Le fait que le fourrage, c'est certainement là le lieu du crime, ça c'est une évidence. C'est évident que le crime a eu lieu dans le monastère, c'est évident que le meurtrier s'est débarrassé du corps la nuit, par-dessus le mur du cimetière, et c'est évident que le crime a eu lieu dans les greniers à foin. Bon. Mais les greniers à foin, tout le monde y avait accès. Voilà. Personne n'a vu le frère Léotade à ce moment-là. Et ce que je veux dire, c'est que, au contraire, chaque fois qu'il y a eu des témoins pour dire qu'il était ailleurs et qu'il faisait ceci, qu'il faisait cela, le président de la cour d'assises n'a eu de cesse de les menacer, de les faire arrêter à l'audience et de dénoncer une sorte de complot du monastère, un complot des curés contre la justice. C'est vrai que le monastère, enfin ou l'église, a accumulé toutes les maladresses en voulant à tout prix qu'on n'enquête pas ou qu'on enquête ailleurs. On n'a fait que diriger les soupçons sur eux. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même bien convaincu, c'est ce moment où, juste après le crime, le frère Léotade va chez le confiseur Lajus et lui dit que la petite a été violée. Or, à cette heure-ci, l'autopsie n'a pas eu lieu, on ne sait pas qu'elle a été violée. C'est très convaincant, ça. Je ne sais pas, parce que tous les gens qui ont été interrogés, on sait que la plupart des témoins qui ont été entendus ont soit menti, soit ont été très influencés dans leur déposition. Il est possible que la rumeur du meurtre avec le viol se soit répandue très très vite. Mais les éléments à décharge du frère, il y en a énormément. La chemise souillée de sperme et de matière fécale provenant de la petite Cécile, rien n'a pu jamais établir que c'était la sienne.
Oui, parce qu'ils s'échangeaient les chemises, en fait. Oh là là, elles avaient un numéro au pochoir. Il y avait des années qu'on ne respectait plus l'affiliation des numéros à tel ou tel frère. Donc on se changeait. Et donc ça pouvait être n'importe qui. Et c'est vrai que une fois qu'on en a trouvé un, on n'est pas allé chercher plus loin. Voilà. Puis il y avait cet état d'esprit que j'ai essayé aussi de décrire dans mon roman, c'est que au départ, la justice, le parquet de Toulouse, on ne touche pas aux frères, donc c'est le recruteur, voilà, qui est un sale type. Hein. Puis le vent tourne, donc le vent tourne et le même procureur, sentant le vent tourner, penche du côté du vent et dit non, c'est des curés. Voilà. Et donc tout le procès du frère Léotade, c'est un procès contre l'Église. Voilà. Et ce pauvre type, il n'a pas dit un mot au procès. On l'a à peine interrogé. Hein. Ce sont les conditions dans lesquelles il a été jugé et dans lesquelles son affaire a été instruite qui sont scandaleuses. Après, moi, mon sentiment, ce n'est que mon sentiment, c'est que ce frère était innocent. Il a l'air d'être, comme on dit à Toulouse, un couillon. Quoi. Enfin, il est originaire de familles très, 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 très modestes de la campagne, destiné à être gardien de chèvre. Hein. Et si on l'a mis dans un couvent, c'est parce que c'était une bonne position. Il n'a pas de malice, il a une intelligence assez mesurée, et son comportement après le crime qu'on lui impute, c'est pas quand même le comportement de quelqu'un qui vient de commettre un acte aussi atroce. Mais vous connaissez le principe du clivage, je suppose. Oui, Michel Redon, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire qu'on est innocent tout en étant coupable, en étant convaincu qu'on est innocent. Oui, en étant convaincu et en adoptant le comportement de quelqu'un qui est parfaitement innocent. Tout repose sur le fait que dès le départ, il a dit avec son collègue, le frère Jubrien, ils ont dit qu'il n'était pas dans le vestibule. Ça, c'était un mensonge. Voilà. Mais ce sont des mensonges. Bien sûr qu'ils y étaient. Mais et alors, ils sont dans le vestibule, ils voient arriver le relieur, ses apprentis. Et alors mais c'est ce mensonge qui a certainement été dirigé par la direction du monastère pour qu'on n'embête pas les moines, qui a fait qu'il a été suspecté et qu'on s'est ensuite acharné contre lui. Ce qu'on a du mal à comprendre, Monsieur Redon, c'est que à aucun moment on ne semble s'intéresser au frère Jubrien. Il est là, lui, pourtant, dans le vestibule avec Léotade. Jubrien, d'abord, je crois que c'est un homme assez âgé, et puis, mais on l'a mis en prison également. Au départ, on incarcère tout le monde, le relieur, le frère Jubrien, le frère Léotade, en disant ils sont tous en prison, il y a bien un qui finira par avouer. Voilà. Mais il y avait un élément à décharge fondamentale, c'est que quand les gendarmes sont arrivés pour faire les constatations, du côté du mur du monastère, le mur qui sépare du cimetière, il y avait des empreintes de pas profondes, le pas de quelqu'un qui portait le corps et qui l'a jeté par-dessus le mur. Cette empreinte de pas n'a jamais été exploitée, mesurée avec celle du frère Léotade. Et quand ça a été dit en audience, le pauvre petit novice qui avait dit ça, il a été menacé de prison. Donc on n'a fait aucune investigation sérieuse. C'est-à-dire qu'au fond, la politique s'est beaucoup mêlée de cette affaire. Au début de l'histoire, c'est un frère, donc la monarchie le protège. À la fin de l'histoire, c'est un frère, donc la République le condamne. Oh, c'est plus subtil que ça, peut-être. C'est la peur de l'opinion publique. Vous savez, c'est la pire des fiancées de la justice, l'opinion publique. L'opinion publique était en faveur de l'ordre établi de l'époque. Oui. Donc, faire dire que ce sont des curés ou des moines qui sont des auteurs, ça va créer des troubles. L'opinion change. Faire dire que ce sont des moines qui sont à l'origine du crime, avec la complicité du monastère qui a tout fait pour faire des faux témoignages, pour cacher la vérité, ça faisait plaisir aussi à l'opinion publique. D'ailleurs, quand on lit les plaidoiries des avocats, parce qu'à cette époque-là, les plaidoiries elles étaient retranscrites intégralement. La plaidoirie des avocats de la partie civile et le réquisitoire de 3 jours du procureur général. 3 jours. Moi, j'ai requis souvent en cours d'assises, ça n'a jamais duré 3 jours. Oui, j'espère. j'espère, oui. Mais 3 jours, quand vous lisez tout ce qui a été dit, il n'y a pratiquement rien sur les faits. Il n'y a rien sur les éléments de preuve. C'est un discours
pour expliquer que la direction du couvent s'est coalisée pour défendre le moine, pour induire la justice en erreur, et même en disant qu'il s'était sûrement confessé, et que donc s'étant confessé, il était absous, et donc absous, il devenait innocent, et donc on pouvait parfaitement mentir. Voilà. Mais tout le procès, c'est ça. C'est ce côté un peu extraordinaire de cette procédure. Merci beaucoup, Michel Redon. Il est terriblement agréable de trouver quelqu'un qui est spécialiste d'une affaire de 1847 et qui en a fait un livre qui s'appelle donc L'heure exacte aux éditions L'Harmattan. Je précise que ce livre date de 2014 et qu'on ne le trouve donc aujourd'hui, comme nous l'avons trouvé nous, que sous forme de livre d'occasion. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.